Donc j'appelle effectivement Patrick Éparvier, qui représente l'ANR justement, à venir justement présenter un peu les réflexions qui sont autour de la mesure de l'impact dans l'évaluation de France 2030. Donc merci beaucoup pour votre présence et à vous la parole. Bonjour. Bonjour, donc je suis Patrick Éparvier, je suis responsable du pôle études et évaluation sur la partie France 2030 à l'ANR. Donc ce n'est pas moi qui suis responsable de la collecte, mais je vais en parler. Je dis des fois que je suis un des premiers utilisateurs de la collecte. Le message que je voulais passer aujourd'hui, il y en a plusieurs, c'est l'importance justement de cette collecte, repasser un petit peu. Je pense que la pédagogie est importante. Pourquoi, comment on utilise ces informations, pourquoi elles sont importantes. Et aussi présenter un peu un cadre, on commence à réfléchir un peu sur la mesure de l'impact justement à l'ANR et de présenter un peu un cadre méthodologique ou théorique, pas théorique mais méthodologique, pour voir un peu comment faire l'évaluation, et aussi un travail complètement exploratoire qu'on a fait pour cette journée-là sur la manière de regarder un peu la production scientifique. Et le message que je veux passer, c'est aussi l'importance de programmes. C'est quand même la nouveauté France 2030 par rapport au pays 1, 2, 3, le fait qu'on est sur des programmes, donc vous n'êtes pas des projets individuels, il faut vraiment penser que vous vous inscrivez dans quelque chose qui est plus grand et qui s'appelle un PEPR, vous concernant. Voilà, donc la présentation, je viens de le dire, les enjeux associés à la collecte du portefeuille de projets et d'actions, des éléments de définition et de cadre conceptuel de l'évaluation à l'ANR de manière générale, donc ce sur quoi je travaille, des résultats d'études conduites en 2025 sur les PEPR. J'avais présenté ça au directeur des programmes, je ne me rappelle plus l'an dernier, je ne me rappelle plus exactement quand. Il y a quelques éléments que je veux représenter, il y a des messages qui sont importants et qui sont non pas sans lien avec ce qui vient d'être dit précédemment. Et donc le profil thématique du PEPR SAMS, et j'espère que cette partie-là vous intéressera particulièrement. Voilà, donc ce qui est important sur le portefeuille de projets et d'actions, nous on a besoin d'informations à l'échelle des projets. En fait, pourquoi l'ANR, encore une fois, je ne suis pas responsable de la collecte, je rappelle quand même qu'elle se termine ce soir et que quoi qu'il arrive, vendredi, elle sera close. Et si vous avez des plaintes, c'est pas moi qu'il faut les faire. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas responsable de la collecte. Voilà, donc pourquoi c'est important en tout état de cause? Donc c'est permettre le suivi individuel des projets, évidemment. Mes collègues qui suivent les responsables d'action, les chargés de projets scientifiques, qui regardent comment les projets avancent individuellement. On a des comptes à rendre au service de l'État. Le deuxième point, donc, ce qui est important, c'est d'avoir des informations homogènes, donc additionnables, de permettre un suivi des actions et de France 2030. Donc on travaille bien à l'échelle des différentes actions, des PEPR, de France 2030, de la globalité, et donc de permettre de rendre compte de l'avancement des activités, des projets, des résultats. Donc nous, on a des demandes régulières, que ce soit du SGPI, des ministères, des parlements, les inspections, les corps de contrôle, la Cour des comptes. Et in fine, de pouvoir commencer à penser ou prévoir comment on fera l'évaluation de France 2030. Il me semble que je voulais rajouter quelque chose, mais ça me reviendra. Voilà, donc ça, vous l'avez déjà vu, donc c'était de montrer un peu toutes les informations qui viennent des projets, de vos projets, en fait, on les consolide. Donc ça, on va en mettre à jour dès qu'on aura les informations consolidées qu'on a collectées, qu'on a collectées présentement, là. Voilà, donc c'est mettre en regard, donc je redis des messages que, je ne sais pas, il y a peut-être d'entre vous qui ont fait les webinaires aussi qu'on a présentés, mais le message important, c'est quand même de montrer, face aux milliards d'euros d'investissement, 6,1 milliards conventionnés, 2 milliards décaissés, de dire, OK, les impacts, ça prend du temps, mais quand même, on n'est pas dans une boîte noire, on met 6 milliards d'un côté, et puis au bout de 5 ans, on revient, on dit, voilà ce qui s'est passé. Donc c'est de mettre en avant, et le message est important, encore une fois, au Parlement, de dire il y a de l'activité, il y a des choses qui se passent. Donc il y a des choses qui se passent en termes de production scientifique. Donc on a déjà 2500 projets, publications, c'est pas à jour, parce qu'on a, je ne me rappelle plus quand c'est, là, il y a la date, je ne la vois pas sur l'écran, au 30 juin 2025. On a 343 logiciels, etc., des jeux de données. Sur la production de techno, donc on a les brevets, les demandes de brevets, des technologies clés en développement. Alors, vous concernant, vous avez vu qu'on a introduit pour la collecte une échelle de technologie, enfin TRL, mais pour les technologies de santé, qui était c'était tellement évident qu'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Voilà, sur l'effet de levier, donc il y a 111 millions d'euros qui sont de financement additionnel. Voilà, des projets ERC déposés, retenus, des thèses chiffres. Et ce qui est important aussi, c'est ce qui est tout à droite, c'est les ressources humaines. Donc je repasse le message sur le fait qu'on attend des estimations et pas des chiffres à la virgule près. Donc on sait que voilà, en face aux 6 milliards d'euros, on peut dire qu'il y a 12 600 professeurs et enseignants-chercheurs qui travaillent, dont 4 377 femmes, 2500, donc ça fait 2500 ETPT
ETPT, et on a aussi des doctorats initiés à hauteur de 1700, etc. Donc ça, c'est vraiment les informations, encore une fois, bon, assez basiques, mais voilà, donc tout ce que vous nous remontez, on l'utilise. Voilà, éléments de définition et cadre conceptuel de l'évaluation. Donc en fait, c'est quand on a des demandes, nous, enfin on avait alors je ne vais pas rentrer dans le processus, mais on a ce qui s'appelle le comité de surveillance des investissements d'avenir, qui est un organe en fait qui définit le plan d'évaluation de France 2030 qui est donné au SGPI et qui nous est répercuté, nous, opérateurs, pour mettre en œuvre. Donc on avait plusieurs études en cours et c'était de voir un peu comment, sur les PEPR, hein, et voir un peu ce qui est quand même le cœur de ce qui intéresse plus précisément, enfin pas que, mais qui a quand même une grosse part, donc les projecteurs sont mis sur les PEPR. Donc c'était d'avoir un cadre un peu conceptuel de l'évaluation. Donc je vais présenter après la logique d'intervention de l'action PEPR. Donc c'est pas thématisé. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, voilà, donc nous avons reconstruit une logique d'intervention de l'action PEPR qui permet de positionner les enjeux, les actions, les activités, les résultats et les impacts attendus. Et parce que très souvent, en fait, quand on parle de résultats ou d'impact, en fait, on parle de réalisation. Donc on s'arrête à la réalisation et là se pose la question comment la réalisation se transforme en résultat et en impact, ce qui est fondamental en fait. Voilà, donc juste pour rappeler qu'une action publique répond à des enjeux clairement identifiés. Un objectif, donc ça permet de répondre à un ou plusieurs enjeux. Des actions sont mises en place pour atteindre les objectifs. Les actions sont déclinées en activités, donc on a un niveau plus bas. Les activités, on attend qu'il y ait des réalisations qui en découlent. De ces réalisations, des résultats de deuxième niveau, donc qui sont les conséquences à moyen terme, et les impacts qui représentent les conséquences de long terme d'une action. Donc pour aller vite, ma perception, c'est que les PEPR, donc comme il y a une volonté d'intégration, on prend tous ces éléments en compte. Sachant que souvent, quand même, quand il y a du financement de l'activité de recherche qui est faite, on s'arrête aux réalisations. Et donc se pose bien la question mais comment les réalisations, ou les réalisations et les résultats, comment ils se transforment en effet et en impact. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien là. Bon, c'était donc chaque colonne correspond à mes enjeux, mes objectifs, etc., etc. C'était de décliner. Et encore une fois, ce qui est important, c'est que quand on regarde, alors c'est quasiment celle du milieu, la quatrième colonne, hein, c'est les publications scientifiques. Ce qui est quand même la production scientifique de manière générale, dont les publications, qui est quand même un point important. Mais on voit bien que dans cette logique d'intervention-là, donc dans la manière dont le PEPR s'intègre dans un écosystème, en fait, on n'est pas arrivé au bout du chemin. Et la question se pose vraiment, ensuite, comment on fait pour aller jusqu'au bout du chemin, c'est-à-dire les impacts qui ont été mentionnés tout à l'heure. Et on a donc deux études qui ont travaillé là-dessus, justement. Il y en a deux études sur les PEPR que je vais présenter, mais je voulais aussi mentionner. Donc c'est toutes les questions de comment, parce qu'en fait il y a des hypothèses. Hein, on dit on produit de la science très bien. Si on regarde tout en haut, hein, production scientifique, publication, production d'actifs technologiques, brevets, mais pas que, savoir-faire, etc. Diffusion des résultats scientifiques et technologiques. Mais derrière, il y a des hypothèses. Comment elle se fait, la diffusion technologique ? On peut penser qu'elle se fait automatiquement, on peut ne pas le penser, de dire il y a des conditions de mise en œuvre pour que ça puisse se transformer, en fait. Et il me semble que c'est encore une fois, des éléments importants dans les PEPR à se poser de la manière dont ça va être fait. Donc, une des premières études qu'on avait faites, c'était justement de voir comment les PEPR ont été conçus, en fait. Comment tout ça a été pris en compte dans la manière dont les PEPR ont été construits. Donc c'est la première sur le policy design, hein, qui était sur 8 études de cas, enfin des études de cas pour 8 PEPR, et donc qui interrogeait, je vous présente les questions qui étaient posées, la légitimité stratégique du PEPR. Est-ce que le PEPR répond à des enjeux sociétaux et de recherche identifiés, ou voilà, est-ce que c'est clairement identifié? Il y avait la question de est-ce que ça se positionne bien par rapport au questionnement européen, ça a été mentionné tout à l'heure. L'ouverture du processus, est-ce que ça a été défini en vase clos? Il y a 3 personnes qui ont travaillé dans leur coin et qui ont fait un PEPR, ou est-ce que les différentes communautés ont été mobilisées ou pas? La transparence du processus, communication de l'existence du processus et de la documentation des rédacteurs, donc c'est aussi la manière de est-ce que c'est sourcé, etc. La qualité des données, je viens de le mentionner, est-ce qu'il y a fait référence aux différents documents européens, à la production scientifique, etc. Il faut que j'avance parce que je veux
on passe du temps. Voilà, et la qualité des outils de programmation et de pilotage. Voilà. Donc, les conclusions de ces 8 études de cas, mais qui nous paraissaient, bon, j'ai plus les PEPR en tête, hein, mais peu importe, qui nous semblaient quand même assez corroborer ce qu'on avait pu voir ou entendre par ailleurs. Donc il y a une légitimité claire. Chacun des PEPR donc, cible des enjeux stratégiques qui sont majeurs et des enjeux de société identifiés et reconnus au niveau national et européen. Ils répondent aux défis des stratégies nationales d'accélération. Oui, les PEPR, pardon, c'était 8 PEPR stratégie nationale d'accélération. Il n'y a pas les PEPR exploratoires. Des différences notables apparaissent dans l'origine et les dynamiques de conception des PEPR, c'est-à-dire dans l'édification des enjeux. Bon, ça n'a pas toujours été défini de la même manière, pour aller vite. La stratégie, quand même, on a vu, a été élaborée plutôt en vase clos, hein, c'est-à-dire il n'y avait pas de cadre formalisé de coordination interinstitutionnelle. Ce qu'on a vu, enfin la conclusion, c'est qu'en fait, le travail a été super bien fait. Mais parfois, on se dit même, c'est presque... Les conditions dans lesquelles ça a été fait, c'est quand même assez remarquable de voir. Il n'y avait pas de cadre formalisé, c'est-à-dire il n'y avait pas d'attendu spécifique qui a été donné pour construire les PEPR, et quand même, il y a quelque chose qui en est sorti. Voilà, donc c'est le dernier point. Les directeurs, directrices ont dû interpréter seuls les attendus stratégiques contenus dans les lettres de mission. Sachant que les directeurs et les directrices, ce sont des scientifiques, ce n'est pas forcément des gens qui savent construire un programme de recherche. Et malgré tout, ça a quand même été positif. Bon, je veux dire que les titres en gras parce que sinon, on va passer trop de temps. Donc, les acteurs industriels et économiques ont été associés qu'à la marge en général. Donc, ce qui pose quand même des vraies questions. Si je reviens en arrière sur ma logique d'intervention, c'est comment on va faire pour que la production scientifique ensuite elle soit diffusée. Si ceux qui sont censés utiliser les résultats de la production, enfin les résultats des projets, s'ils sont pas impliqués dès le début, comment est-ce qu'ils vont faire pour ensuite s'approprier les résultats et les diffuser et les transformer en produits, produits, services, etc., valeur, création de valeur, emploi, etc., etc. Alors ça, je l'ai déjà dit. Voilà, donc la coordination, les ministères coordinateurs SNA et SGPI n'ont pas été impliqués dans des formats itératifs. Encore une fois, on a un peu laissé les directeurs et directrices ont été peu accompagnés. Et voilà. Et donc, ce qu'on note aussi, c'est qu'aucun des PEPR ne s'est doté d'une logique d'intervention formalisée. Donc, ce que j'ai présenté tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on appelle une logique d'intervention, les enjeux, les objectifs, les activités, etc., etc. Il n'y a aucun PEPR qui s'est doté de ça. Mais encore une fois, les directeurs et directrices, c'est pas leur métier de faire ça. Et c'est pas forcément une surprise qu'il n'y en ait pas eu. Voilà, aucun PEPR ne formalise encore le chemin d'impact. C'est-à-dire, encore une fois, il y a des hypothèses derrière, de dire pour que ça... L'étape d'après, il se passe ça, il y a des hypothèses à faire, c'est-à-dire on est sûr qu'il y a des acteurs industriels, n'importe quoi, hein. On est sûr qu'il y a des acteurs industriels qui sont capables d'absorber ça, que ce qui va être produit va correspondre aux besoins des industriels et que donc ils vont l'approprier et ils vont le faire. Tout ça n'a pas été fait. Ensuite, sur les indicateurs disponibles, ça reste majoritairement des indicateurs techniques et de production. Voilà. Deuxième étude qui a été faite, alors celle-là, c'était aussi sur les PEPR des stratégies nationales d'accélération. Donc, il y avait, c'était de regarder un peu ce qu'on appelait l'efficacité, c'est-à-dire est-ce que les résultats, alors on n'est pas sur des résultats réels, mais est-ce que les résultats attendus sont en lien avec ce qui était envisagé, on va dire. Donc, il y a une enquête qui a été faite. Il y a certains d'entre vous, certaines qui ont dû répondre à l'enquête. Donc, 500 répondants, 1200 personnes. Donc, c'est quand même plutôt bien. Et on avait contacté à la fois ce qu'on appelle les RST, responsables scientifiques et techniques, et les partenaires au sein des projets. Vous me dites, parce que j'ai l'impression de passer... Non, c'est jusqu'à combien... Jusqu'à quelle heure 12h10. Ok. Ouais, c'est pour ça. Voilà, donc, bon, je vais essayer d'aller rapidement là-dessus. Donc, les projets financés, donc c'est les conclusions de l'enquête. Relève donc une des vraies questions qui se posaient, c'était de dire en quoi les projets ne sont-ils pas business as usual, en quoi ils sont vraiment différents de ce qui était fait par ailleurs, en quoi il y a justement il était attendu qu'ils soient peut-être plus alors c'est pas orienté vers l'aval, parce que pour la problématique c'est pas de faire de la recherche aval, pour moi c'est de penser, vous faites de la recherche amont, mais c'est de penser qu'est-ce qui va se passer ensuite de ce qui va sortir de vos projets. Donc c'était de regarder un peu ces questions-là. Donc ce qui ressort, c'est que les projets sont plus ambitieux que les projets usuels. Alors usuel, c'était par rapport à ce qui est fait par ailleurs dans le laboratoire de recherche. Ils sont plus risqués, plus en rupture avec l'éclat de l'art, donc ça répond plutôt quand même c'est plutôt ce qui était attendu. Davantage de partenaires et plus interdisciplinaires, avec un potentiel applicatif plus important. Donc ça, c'est important.
Pour autant, ce sont également des projets amont qui présentent moins de liens avec les industriels. Donc il y a quand même une forme d'ambiguïté. On dit qu'il y a un potentiel applicatif qui est plus élevé, et en même temps, il n'y a pas de relation avec les industriels. Donc encore une fois, on entend un peu de la main invisible, que je suis économiste, que dit que tout ça se passe très bien. D'un côté, il y a des producteurs de sciences, et de l'autre côté, il y a des demandeurs de sciences, et tout, ils vont se rencontrer, et tout va marcher magnifiquement. Donc voilà, un autre point, c'est que les PEPR visent à renforcer, les projets des PEPR visent à renforcer les capacités de recherche par le financement d'équipements. Il y avait aussi une grosse question, PE, équipement, programme et équipement prioritaire, de savoir qu'est-ce qui était financé en équipement, en fait. Donc les équipements qui ont été financés, on a noté que les investissements ont plutôt permis une remise à niveau de l'existant que la création d'équipements différenciants au niveau international. Le dernier point, c'est surtout renforcer les équipes de recherche par l'accueil de doctorants, post-doctorants, effet principal, et de chercheurs. Il y avait une question aussi que posait le SGPI, c'était la capacité des projets à attirer des chercheurs étrangers, en fait. Donc ça restait encore assez limité. Voilà. Et c'est pas une surprise, c'est plutôt des doctorants et post-doctorants qui sont recrutés. Les impacts des PEPR, donc les conclusions s'observeraient conditionnelles si tout se passait comme il est attendu au premier ordre sur les écosystèmes de recherche, et que la transformation des résultats en innovation représente un enjeu. Donc on a résultats qui sont principalement des résultats amont, encore une fois ce qui est normal, ce qui est attendu de projets de recherche financés par l'ANR France 2030. Le transfert à des entreprises apparaissent limités. Il y a moins de 20% des répondants qui le considèrent comme un résultat prioritaire. Donc la valorisation, c'est d'abord sur une forme académique, et ensuite via des contrats de recherche, mobilité, doctorants, etc. Et la création d'entreprises ou les brevets au troisième ordre. Encore une fois, le message, c'est pas pour moi, il est vraiment de dire, c'est le coup d'après en fait qui est insuffisamment pensé, de savoir ce qui va des projets de recherche qui vont sortir du PEPR, comment est-ce qu'ils vont être transformés. Donc on a parlé tout à l'heure Astragal, vous avez mentionné, tous les programmes de maturation, pré-maturation. Donc il y a des réflexions qui sont faites avec les ministères et le SGPI justement pour voir un peu comment détecter ce qui pourrait être transformable pour les mettre dans les projets de maturation, pré-maturation. Voilà, donc les leçons des études, de ces différentes études pour construire l'évaluation de la mesure des impacts des projets des PEPR, donc l'activité qui est plutôt celle de l'ANR, mais me semble-t-il aussi des PEPR. Donc ce qui serait intéressant serait de définir les impacts attendus de la production scientifique, c'est-à-dire le transfert de cette production scientifique en produits et services. Donc ça, c'est peut-être un travail qui pourrait être fait au niveau du PEPR. Encore une fois, la logique d'intervention que j'ai présentée, c'est la logique d'intervention du PEPR, et ça serait de voir comment elle peut être déclinée pour un PEPR. Et de travailler aussi sur les profils thématiques des PEPR. Donc c'est là où je voulais en venir. Et donc j'espère que ça va vous intéresser. Donc que les choses soient claires. Tous les mots que je vais mentionner, qui vous sont familiers, je ne comprends absolument pas à quoi ils font référence. Moi, je suis économiste. Donc j'ai un peu de mal. Moi, j'ai travaillé avec Yves Coquet, qui est responsable d'action sur le PEPR, qui ne pouvait pas venir aujourd'hui. Et voilà. Donc ce qu'on a fait, l'idée, c'était de regarder un peu, on a aussi toujours du mal à voir où va aller, par exemple, le PEPR, en se disant, avant de voir là où il va aller, on voudrait dire d'où il part, en fait. Définir ce qu'on appelle la baseline. Donc ce qu'on a pris, on a pris toutes vos annexes scientifiques qui ont été soumis, les annexes scientifiques du projet de soumission, de dépôt. On a récupéré toutes les publications qui sont dedans, donc il y en avait un peu plus de 600 publications. Il y a une analyse sémantique qui a été faite pour identifier les 200 termes de ces publications-là, les plus spécifiques du corpus. Les termes ont été utilisés pour bâtir donc une requête lexicale. Alors on a utilisé Scopus, mais on va refaire l'exercice qu'elle a avec OpenAlex, afin d'identifier donc toutes les publications qui les mentionnent. Donc on a pris, vous voyez la logique, on a pris tous vos projets, on regarde quels sont les termes qui sont utilisés par vos projets, on prend toutes les publications qui ont ces termes-là mondiales, depuis 2011, je crois. 2010, c'est marqué, pardon, depuis 2010, et on a fait des regroupements. Ensuite, on fait des regroupements par analyse sémantique qui permettent d'identifier, de faire une cartographie que je vais vous présenter. Et la deuxième carte que je vais vous présenter, c'est on a positionné la présence de vos projets dans cette carte-là.
Donc je suis content, tout à l'heure j'ai entendu acide gras, je me dis bah, tiens c'est le seul terme que j'ai, donc je l'ai en haut à gauche en fait, voilà. Donc c'est les... Oula, on voit pas grand chose là. Bon ouais, c'est pas très grave parce qu'en fait encore une fois on va retravailler dessus et c'est voilà. Donc ça c'est la cartographie du ce qu'on appelle de votre PEPR tel qu'il a été défini par vos projets bottom-up d'une certaine manière. C'est ce que vous avez identifié. Donc on identifie des groupes, donc on voit que celui qui est en haut à gauche, qui est lié aux acides gras, en fait, il est assez peu connecté. Donc il y a une partie qui travaille sur les acides gras. En haut à droite, donc un groupe qui est plutôt sur les maladies du système digestif, avec en bas inflammation et maladies liées au foie. Au milieu, à droite, un groupe sur les aspects liés au système immunitaire en lien avec le microbiote. En bas, un groupe sur le microbiote et sa composition. Tout en bas, à gauche, un groupe sur les méthodes pour caractériser le microbiote et le microbiome, donc méthode d'analyse. Un groupe sur le métabolome et un groupe sur la santé du tube digestif. Voilà, donc c'est, je ne sais pas si... Alors ça a demandé du temps, hein, parce qu'encore une fois, moi je comprends strictement... Enfin, nous, mes collègues aussi qui font la bibliométrie, nous, on ne comprend pas les termes. Hein, donc il y a un vrai travail d'expertise derrière à faire qui est fin, en fait, pour savoir à quoi ça correspond. Donc voilà, il y a le gros paquet rouge, là, un groupe sur les maladies du système digestif. Et la carte d'après, donc c'est la même, qui présente en fait en rouge là où ce qu'on se dit, c'est là où vos projets se proposent finalement de travailler, puisque c'est les références bibliographiques que vous avez mis. Donc on voit que sur acide gras, c'est assez peu présent. Peu présent sur la santé du tube digestif aussi. Le PEPR est plutôt porté sur la santé en général. Alors vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les conclusions. Il y a peut-être sans doute, encore une fois, on va refaire l'exercice parce qu'on l'avait fait avec Scopus et pour des raisons que le collègue qui travaille sur OpenAlex était en vacances cette semaine-là. Et donc on va retravailler sur OpenAlex avec les topics. Donc il y a 4000 topics de publication, donc il y a 4 domaines, 20 champs, 200 sous-champs et 4000 topics, donc c'est assez fin. Donc l'idée c'est de travailler sur les topics et on verra après comment on retravaille avec les directeurs, peut-être les directrices, peut-être pour voir comment redéfinir ça. Voilà, donc pour continuer, donc peu présent sur le métabolome et sur la description et l'analyse du microbiote et du microbiome, forte présence sur les maladies cardiovasculaires, sur le système immunitaire et sur les maladies métaboliques. Voilà, ce qui est notable, me disait mon collègue, hein, c'est l'absence de positionnement sur les acides gras et un positionnement limité sur le microbiote, microbiome. Voilà. Et donc, je me dis que ça serait intéressant de voir est-ce que ça correspond effectivement à ce que le PEPR avait en tête. Et ce qu'on veut faire l'exercice d'après, c'est de récupérer... Alors, on avait trop peu de publications encore, donc l'exercice serait assez peu robuste, mais c'est de regarder finalement comment le PEPR se positionnait au démarrage, et ensuite, avec la production scientifique, de projeter ce qui est effectivement fait pour voir les correspondances. Voilà, donc je viens de le redire, voilà, on va travailler avec les topics OpenAlex. ANR, j'ai mis PEPR à voir, c'est pour définir les clusters aussi, encore une fois, de donner les noms derrière, à quoi ça correspond, etc. De voir si on avait des... Ça prend du temps, mais c'est des itérations, il y a toujours des termes qui viennent un peu polluer, on se rend compte qu'ils sont trop génériques, il faut les enlever, parce que voilà, donc ça modifie un petit peu. Et donc l'idée, c'est de suivre la production scientifique des projets par rapport à ce profil. Le message, mais vous savez déjà évidemment, c'est de toutes vos publications en lien avec le PEPR, c'est bien de les mettre sur HAL, hein, sinon on les récupère pas et on peut pas faire cet exercice-là. Voilà, en conclusion donc de tout ce que je viens de dire, bon, être le plus précis possible dans les informations que vous nous remontez. Encore une fois, on les utilise. Je voulais mentionner aussi, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Il y a un autre exercice qu'on a fait que j'ai pas présenté là. On a donné en fait à une entreprise qui travaille avec des solutions souveraines, je rassure tout le monde, en gros, toute l'information sur 1500 projets qu'on avait. C'était de regarder comment tout ce que financent les fonds 2030, depuis pays 1, se positionnait en matière de technologie de pointe, innovation de rupture par rapport à un référentiel. Donc toute l'information que vous nous avez donnée, en fait, elle est utilisée, elle est utilisable et on regarde avec mes collègues de plus en plus comment l'utiliser de manière plus systématique. Donc là, je vous présente les profils. Donc vous comprenez bien que les profils, s'il y avait peu de références qui sont mises dans les annexes scientifiques, on a du mal à faire cet exercice-là. Et c'est valable, on pourrait imaginer, je ne sais pas, on va peut-être y réfléchir, de partir de l'annexe scientifique, des comptes rendus scientifiques, et de refaire finalement l'exercice, de voir si le compte rendu scientifique, il n'y a pas une modification dans le temps par rapport à ce qui était prévu initialement, etc. Bon, après, encore une fois, nous, on est incapable d'interpréter les dynamiques, les clusters, etc. Mais en tout cas, on est capable de fournir cette information-là. Voilà, donc ce que je l'ai redit aussi en conclusion, vous voyez bien que moi je travaille absolument pas à l'échelle des projets, je travaillais vraiment à l'échelle plutôt des programmes, voire de l'action France 2030
elle-même ou lui-même, le programme lui-même. Voilà, et donc on travaille sur concevoir l'évaluation. Donc on peut imaginer travailler à l'échelle d'un thème, c'est-à-dire de prendre dans ma carte un cluster et de creuser encore plus loin, de regarder ce qui vient d'autres PEPR, ce qu'on n'a pas fait. On travaille à l'échelle d'un ensemble de projets, du PEPR, ou même d'une stratégie d'accélération, et aussi de regarder sur... Voilà, on travaille à différentes échelles. Voilà, c'était ce que je voulais dire sur la manière dont on utilise l'information et l'ambition qu'on a sur l'évaluation à l'ANR sur France 2030. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation. Moi, je peux faire une petite lecture d'étonnement, peut-être, à vous écouter. D'une part, les impacts en termes de politique publique ne sont pas forcément clairement évidents dans ce que vous présentez. Donc, c'est un point de surprise, peut-être. Dans l'analyse de SAMS, on voit bien ressortir dans la cartographie que vous faites tout ce qui relève du pilier microbiome et santé, beaucoup moins ce qui relève du pilier système et consommation alimentaire, en fait. Donc ça interroge, alors que dans les documents de soumission des projets, j'ai pas de doute que ces publications soient bien visibles. Donc est-ce que c'est lié aux bases de données? Je sais pas. Et le troisième point aussi d'étonnement, c'est la santé du tube digestif qui ressort pas comme un thème marqueur. Ça m'étonne quand même un peu compte tenu de la mobilisation de la communauté, notamment sur le microbiome et intestinal en fait en particulier. Donc voilà. Mais je vais laisser aussi la communauté réagir. Peut-être. Ouais, je vais répondre sur le deuxième point. En fait, on s'est posé la question pourquoi l'alimentation ne sortait pas. Alors il y a une requête, donc on l'a faite avec Yves Coquet. En fait, la première requête qu'on fait, elle est assez importante. Et c'est des itérations, encore une fois, de regarder, de voir s'il y a des choses qui sortent pas ou des choses qui sortent trop, d'affiner la requête. Donc c'est vraiment beaucoup d'itérations. Et on a travaillé qu'avec Yves, mais on s'est dit, j'en suis persuadé, si on met plusieurs, ça peut être un atelier d'1 heure et de travailler sur la requête, qui est fondamentale. Et effectivement, on s'est posé la question pourquoi l'alimentation ne sortait pas, et en se disant peut-être que les projets en tout cas dans les bibliographies, il y a assez peu de choses sur l'alimentation. Il y a beaucoup plus sur santé voilà. Et sur la partie politique publique, clairement, je l'ai pas forcément dit là, mais il y a vraiment un aspect de diffusion aussi, de l'élaboration. Pour moi, il y a deux aspects. Il y a l'évaluation des politiques publiques et structuration des politiques publiques, qui est aussi un élément dans certains PEPR qui est plus prégnant que d'autres. Donc, juste une petite remarque. En fait, c'est un peu notre faute. Vous savez, dans le programme du PEPR SAM, en accord avec Daniela Fiorani, on nous a confié des programmes à faire des appels à projets. Et en particulier, on a l'appel chair et on a 3 chaires. Et en fait, on aurait dû vous transmettre les informations sur ces 3 chaires et les publications qui sont associées au projet, parce que ça changerait déjà un tout petit peu votre diagramme. Après, en fait, je ne sais pas comment vous l'avez construit, mais nous, on sait que rien qu'avec les mots-clés, ce n'était pas suffisant pour couvrir tout le programme. Donc, on a fait aussi cette analyse d'une autre façon qu'on va vous présenter. Et en fait, on retrouve plus des mots qui sont accrochés quand on lit finalement le résumé, et que dans le résumé, on va aller regarder les objectifs qui sont attendus. Et donc, les mots-clés que vous voyez moins bien, on les retrouve à la lecture du projet et de ses conclusions. Sachant, comme vous savez, c'est des projets qui étaient sur au moins 4 ou 5 ans, voire 6 pour certains. Et donc, effectivement, ils sont par étapes. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous ne les avez pas vus. Après, les personnes, nos leaders, plusieurs leaders qui travaillent sur le microbiome humain, se sont positionnés sur des projets à risque, puisque c'était quand même l'enjeu de ces PEPR. Et par exemple, il y a des études qui sont sur l'intestin grêle, qui ne sont pas marquées. Il y a quand même sur 7 projets côté microbiome et santé, 2 projets sur les intestins grêles. Et c'est étonnant que ça ne ressorte pas, en fait. Encore une fois, nous, on est parti des publications qui étaient mentionnées en bibliographie des annexes. Oui, donc il y a un décalage entre les publications qui sont dans et la réalité, en fait, du projet. Et tant mieux, parce que c'était le but de Bonjour, merci beaucoup. Donc moi je suis Magali Weber, je suis ingénieure de recherche à INRAE et je m'intéresse beaucoup à la bibliométrie et notamment la sémantique, et j'aurais voulu savoir s'il était prévu que vous publiiez votre méthodologie par exemple sur HAL, puisque vous l'évoquiez, ou autres sources ouvertes à terme.
Et puis, donc, du coup, sur les résultats que vous avez présentés, qui sont à creuser, mais voilà. Oui, la réponse est oui. Je ne sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, oui, il faut que ce soit le plus transparent possible, ça c'est certain. Hein. Sinon, on perd en crédibilité, ouais, c'est sûr. Merci. Oui, merci beaucoup. Moi, je reviens sur une remarque que Sophie Niklos a faite sur la mesure d'impact et notamment sur les projets qui peuvent, par exemple, porter en santé publique, porter dans le domaine de la santé publique. Si on veut vraiment avoir une vision globale, c'est vrai que vous ne les aurez pas à travers les questionnaires. On est en train de les remplir et donc on voit ce qu'on vous répond. On a forcément une partie de l'impact qu'on peut vous indiquer, mais quand on regarde des outils ou des mesures de santé publique qui vont pouvoir découler à plus ou moins long terme, des projets qu'on est en train de construire là, ou des outils, etc., on se parle de millions de cas de maladies chroniques potentiellement évitées. On a, je ne saurais pas vous le faire sur chaque exemple, mais par exemple sur le Nutri-Score, on sait que c'est 2 millions de cas de maladies chroniques qui seraient évités en Europe d'ici 2050 avec la généralisation du logo. On sait que les cancers colorectaux, c'est plus de la moitié qui pourraient être évités en modifiant l'alimentation. Donc on a des chiffres comme ça, des chiffres aussi sur les économies en matière de coûts de santé pour la sécurité sociale, d'augmentation de la productivité au travail, baisse de l'absentéisme, etc. Les collègues économistes pourront parler des impacts des politiques de taxes, tout ça. Et en fait, tout ça, ce sont des impacts indirects, mais absolument massifs, et même encore plus massifs en termes, si on ne parle que en termes économiques, par exemple, que de la création d'une start-up ou de quelque chose d'une valorisation qui va pouvoir être visible immédiatement. Et je pense que c'est vraiment très important de voir que tout ce que vous financez là, ça change la donne sur le long terme, quoi. Il faut vraiment avoir cette vision-là sur l'impact, c'est très important. Et ça, on a du mal à le dire dans nos questionnaires, là. Ouais, ok. Alors, pour aller rapidement, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais pour moi, le PEPR s'inscrit dans quelque chose qui est encore plus grand, qui s'appelle la stratégie nationale d'accélération, en fait. Et je pense que ces questions-là, c'est au niveau aussi de la stratégie nationale d'accélération, d'identifier les impacts à moyen, à long terme. Encore une fois, ce que vous dites là, idéalement, moi, quand je regarde ça, j'aurais voulu que tout soit indiqué quelque part, en fait, que la logique d'intervention, elle a été faite, que vous dites parler de 2 millions de maladies longue durée évitées, enfin... mais voilà, ça n'a pas été fait. On peut toujours, je pense qu'on peut quand même, enfin on doit, de manière générique, un pronom indéfini, ce travail doit être fait en fait, pour ensuite être capable de le suivre et de regarder où on en est, quoi. Et c'est encore une fois, et de raconter les liens en fait. Comment on fait pour arriver à partir des projets à l'effet que vous mentionnez. Mais ça j'en ai la conviction, hein, que ça va être construit. Ça rejoint un peu la difficulté que vous avez mentionnée, hein, que le cadre de cette logique d'intervention n'était pas complètement préexistant au moment où les PEPR ont été montés. On veut se raccrocher dessus. Effectivement, toutes ces réflexions, elles sont extrêmement importantes dans l'analyse qu'on va faire on le fait un peu a posteriori, de fait, et pas forcément a priori. Alors, peut-être ça peut pouvoir nous inspirer pour le programme prévention, en fait, où là, on est vraiment dans une logique, justement, d'économie de santé liée à des indicateurs de santé publique. Et donc, on va pouvoir aussi peut-être plus facilement remettre en avant cette logique d'intervention dans ce cadre-là. D'autres questions sur... Juste une précision, on n'est pas encore a posteriori, on est encore in itinéré. Hein, oui, tout à fait, in itinéré, pardon. Okay. C'est pas encore fini. On a l'habitude de faire ça, in itinéré. D'autres questions sur ces évaluations d'impact ? Non, merci beaucoup pour la présentation, en tout cas, qui est aussi... C'est vraiment important aussi parce qu'en tant que directeur ou directrice du programme, on essaye aussi de collecter tous les indicateurs dans la logique d'impact. Et les méthodes de remontée ne permettent pas toujours de faciliter ce reporting. Donc, c'est important que chaque porteur aussi en prenne connaissance.